Parfait. Donc, on va pouvoir commencer, je pense. Oui, oui, si vous Parfait, on voulez. va partager Merci. l'écran. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose de complètement différent, puisque on abandonne l'IRM, on va retourner sur du scanner. On va parler du scanner thoracique très basse dose. Donc, on va regarder ensemble comment est-ce qu'on fait ce type d'examen, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on voit, quelles sont les limites. Donc, en guise d'introduction, je vous donne cet exemple-là, un exemple tiré de la vraie vie. Une jeune patiente, 32 ans, demandait un scanner thoracique sans injection de produit de contraste. Les renseignements cliniques, cancer du sein traité il y a 2 ans, doute sur une opacité à la radiographie thoracique pratiquée pour tout. Alors, typiquement, là, on est chez une patiente, donc une femme jeune, avec une maladie chronique, un cancer du sein, donc un risque important d'avoir des examens itératifs. Donc là, clairement, c'est typiquement le type de demande sur lequel on est obligé de faire attention à l'exposition au rayonnement ionisant. Et donc, le rôle du radiologue face à cette demande-là, il est d'une part dans la justification de l'examen. Est-ce que cet examen est justifié? Là, évidemment, la justification, elle est claire. C'est une patiente avec un cancer du sein et un doute sur une imagerie possiblement métastatique à la radiographie thoracique. Donc, évidemment, il y a indication à faire un scanner. Et quand le scanner est justifié, ou en tout cas l'examen ionisant est justifié, eh bien, le rôle du radiologue derrière, c'est de l'optimiser. Donc, l'optimiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire délivrer la dose qui est adaptée à l'examen, c'est-à-dire la plus basse, non pas la plus basse possible, mais la plus basse par rapport à ce qu'on cherche à voir. Et donc, ce que je vous propose pendant les 40 à 45 prochaines minutes, on se laissera après un petit temps pour la discussion, eh bien, c'est de voir comment est-ce qu'on fait l'acquisition du scanner thoracique très basse dose, de reconnaître quels sont les artefacts spécifiques à ce type d'acquisition, et enfin, de voir ensemble les applications validées du scanner thoracique très basse dose. Alors, tout d'abord, quelques mots de définition. Donc, quand on parle de scanner très basse dose ou etc., on va parler de dose et donc il va falloir déjà définir quelle métrique on utilise pour la dosimétrie. Donc, la dosimétrie en scanner, elle est délivrée par le rapport de dose qui est systématique à la fin de votre acquisition. Donc, ce rapport de dose, là, ici, vous avez un exemple. Vous voyez que vous avez les 2 premières séries qui correspondent au scout, donc le scout de face, le scout de profil, et la 3e série qui correspond à votre acquisition hélicoïdale, avec la dose délivrée qui est calculée par rapport à un fantôme. Donc, ce fantôme, pour le thorax, c'est le fantôme body, qui fait 32 cm. Donc, forcément, ce fantôme, il faut savoir qu'il n'est pas parfaitement adapté au patient. Et donc, la dose délivrée que la machine vous donne, c'est une dose qui est estimée. Elle ne correspond pas exactement à la dose que le patient a eue, mais c'est la meilleure estimation qui est disponible. Et donc, on peut l'avoir en CTDI volumique ou alors de manière beaucoup plus intéressante en dose en PDL, produit dose longueur, ou DLP en anglais, qui correspond à la multiplication du CTDI par la longueur de la spirale et le nombre de spirales. Donc, l'intérêt du DLP ou du PDL, c'est qu'on va pouvoir comparer les acquisitions entre elles par rapport notamment au nombre de spirales et à la longueur. Ça, c'est la dose qui a été délivrée. Une métrique qui est aussi intéressante à connaître, c'est la dose efficace. La dose efficace, qu'est-ce que c'est? C'est la dose qui va en quelque sorte être absorbée par les différents tissus. En effet, la radiosensibilité des tissus dans l'organisme, elle n'est pas identique pour tous. Vous avez certains tissus qui sont très radiosensibles et d'autres tissus qui sont au contraire beaucoup plus radiorésistants. Et donc, si vous délivrez une dose qui est identique, par exemple, sur le poignet ou sur le thorax, eh bien, l'effet biologique ne sera pas le même. Sur le poignet, vous avez que de l'os. Éventuellement, ce qui est radiosensible, c'est la moelle. Ce n'est pas grand-chose. Sur le thorax, vous avez la thyroïde, vous avez les coronaires, vous avez la glande mammaire. Tout ça, c'est des tissus qui sont très radiosensibles. Et donc, la même dose en DLP, eh bien, elle n'aura pas la même efficacité biologique sur le thorax, sur l'abdomen, sur les membres, sur le crâne, etc.
C'est pour cela que pour parler de dose efficace, donc qui s'exprime en millisieverts, eh bien, on prend le PDL et on le multiplie par un facteur de conversion. Donc, ce facteur de conversion, il est déterminé par la littérature. Il évolue relativement peu, hein. Donc, pour le thorax, c'est 0,014 dans les dernières publications qui datent de 2010. Et donc, eh bien, vous prenez ce chiffre-là, vous le multipliez par 0,014 et vous avez la dose efficace en millisieverts. Alors, l'intérêt du millisievert, c'est que là, vraiment, on a une métrique qui est globale, qui prend en compte le tissu qui est irradié et sur laquelle vous allez pouvoir faire des comparatifs. Alors, l'un des comparatifs qui est le plus intéressant, c'est des comparatifs entre modalités. Vous allez pouvoir comparer, par exemple, un scanner avec une radiographie ou un scanner avec une coronarographie, par exemple, mais c'est aussi une comparaison avec l'irradiation naturelle. Alors, il faut savoir qu'on est exposé de manière normale à de l'irradiation naturelle terrestre, notamment par la présence de radon ou les irradiations cosmiques ou telluriques ou dans l'alimentation. Et donc, vous avez le site de l'IRSN, vous allez dessus et vous pouvez, en fonction de là où vous habitez, en fonction donc de la localisation, la région de localisation. Si vous habitez dans un immeuble ou dans un appartement qui date de plus ou moins, donc avec un isolement qui est plus ou moins de tel type ou de tel type, et en fonction, il vous demande aussi si vous mangez du poisson régulièrement, etc. Donc, en fonction de tout ça, l'outil vous calcule votre exposition annuelle estimée. Et donc, moi j'ai fait le test et je suis à 2,9 millisieverts par an. C'est-à-dire que sur 365 jours, simplement de rayonnement terrestre et autres, je reçois l'équivalent de 2,9 millisieverts. Alors, bon, vous allez me dire, ça me fait une belle jambe, mais c'est intéressant puisque ça nous donne en fait une métrique par rapport à laquelle on peut se comparer. Et donc, si on s'intéresse au scanner thoracique, les doses en imagerie thoracique, qu'est-ce qu'on va avoir? La plus faible possible, c'est quoi? C'est la radiographie du thorax. C'est vraiment l'imagerie qui est la moins irradiante au niveau du thorax. Et c'est une dose que l'on estime environ à 0,05 millisieverts. Donc, c'est à peu près une semaine d'irradiation naturelle, autant dire que ce n'est pas beaucoup. À l'autre extrémité, qu'est-ce qu'on a? On a les niveaux de recommandation diagnostique, les NRD, qui sont des niveaux légaux fixés par l'IRSN que théoriquement on ne devrait pas dépasser pour un patient standard. Donc, standard, c'est 1,70 m, 70 kg. Donc, en scanner thoracique, ce niveau est fixé à 6,65 millisieverts, ce qui correspond environ à 2,5 ans d'irradiation naturelle. 2 ans et demi. Et donc, entre ces deux extrémités, donc à une extrémité du spectre, la radio, à l'autre extrémité du spectre, la dosimétrie légale à ne pas dépasser, on va avoir différentes choses. Donc, si on prend un scanner thoracique moderne, entre guillemets, donc c'est-à-dire sur une machine qui date de moins de 5 ou 10 ans, sur un patient normal, 1,70 m, 70 kg, sans faire aucune optimisation particulière, simplement en plaçant le patient et en appuyant sur le bouton, vous allez obtenir une dose moyenne à environ 4 millisieverts, c'est-à-dire 1 an et demi d'irradiation naturelle ou l'équivalent de 80 clichés du thorax. Ça, c'est sans faire aucune optimisation. Quand vous regardez dans la littérature, la première fois qu'on a parlé du scanner low dose, donc le scanner basse dose, c'est pour le dépistage du cancer du poumon. Donc l'étude Princeps, c'est l'étude NLST, c'est une étude américaine qui a été publiée en 2011 avec des scanners qui ont été acquis en 2006, 2007, 2003, dans les années 2000 à peu près. Et donc, dans l'étude NLST, la dosimétrie était spécifiquement devait être inférieure à 1,5 millisieverts. Donc, on était sur environ 7 mois d'irradiation naturelle ou 30 clichés du thorax. Donc, on voit qu'on peut encore faire mieux, on peut encore descendre, on n'est pas au plus bas possible. Et c'est pour cela, avec les progrès techniques que l'on va voir plus tard, que vous avez eu l'apparition du scanner thoracique qu'on appelle ULD pour ultra low dose ou très basse dose en anglais. Et donc, ce scanner thoracique, on va voir qu'on se fixe une limite à 0,2 millisieverts.
donc environ 1 mois d'irradiation naturelle, ou alors l'équivalent de 4 clichés du thorax ou un cliché thorax face plus profil. Alors là, si on regarde, vous voyez les dernières NRD pour le scanner thoracique. Donc la NRD est à 350 mg par centimètre. Donc ça, c'est la NRD de 2019. Avant, on était à 475. Donc vous voyez que ces valeurs-là ont déjà bien diminué, ce qui montre la progression des machines. Et maintenant, l'IRSN donne aussi une valeur guide diagnostique, une VGD, avec un DLP à 275. C'est ce qui correspond à ce qu'on a dit avant, environ 4 millisieverts. Donc ça, c'est pour les valeurs qui sont recommandées, mais on voit qu'on peut faire beaucoup mieux. Alors donc ce scanner thoracique très basse dose, ou ce scanner ULD, eh bien, même s'il n'y a pas de définition franche dans la littérature, on considère que c'est un scanner qui a des doses délivrées qui s'approchent de celles de la radiographie thoracique. Alors c'est là où ça devient un petit peu marketing, puisque ce qu'on dit comme étant de la radiographie thoracique, ce n'est pas vraiment les doses de la radiographie thoracique juste de face. On considère une radiographie thoracique face plus profil. Il faut savoir que le profil irradie en moyenne 3 ou 4 fois plus que la face. Et on prend en compte aussi uniquement les fourchettes hautes de la littérature. Donc vous voyez, face plus profil, c'est entre 0,05 et 0,25 millisieverts. Et on a dit que le scanner thoracique très basse dose, c'était moins de 0,2 millisieverts. Donc, on voit que ça colle avec les fourchettes hautes d'une radiographie thoracique, mais face plus profil. Donc, c'est vraiment en pratique. En pratique, on considère qu'on fait de la très basse dose quand on a un DLP qui est inférieur à 20 mg par centimètre. Alors, pourquoi est-ce qu'on arrive à faire de la très basse dose? Parce qu'on va accepter de dégrader volontairement la qualité d'image. Donc, la qualité d'image du scanner thoracique très basse dose, elle va être moins bonne, ça c'est sûr, mais elle va rester informative. C'est-à-dire que ici, vous avez le scanner thoracique pleine dose. Ici, vous avez le scanner thoracique très basse dose. On voit qu'entre les deux, nous avons une dégradation de la qualité d'image. On verra notamment que le bruit a été augmenté, que des artefacts nouveaux apparaissent, mais l'image reste informative. Et notamment, si on veut regarder des anomalies au niveau du parenchyme pulmonaire, c'est tout à fait possible. Et donc, c'est en quelque sorte un compromis. On diminue fortement la dose, qualité d'image dégradée, mais qui reste suffisante. Et tout l'enjeu va être de voir dans quel cas ça reste suffisant. Alors ça, le thorax s'y prête parfaitement. Pourquoi? Parce que dans le thorax, vous avez très peu de structures atténuantes. Vous avez l'air des poumons, ok, ça ne s'atténue pas les rayons X, et vous avez simplement quelques côtes par-ci par-là. Donc vraiment, c'est une zone anatomique avec très peu de structures atténuantes. C'est possible aussi car vous avez un fort contraste du parenchyme pulmonaire. Ici, nous avons notre exemple pleine dose. Si je passe simplement en deux couleurs, noir et blanc, eh bien, vous voyez que je garde quand même une informativité, même si j'ai réduit mon contraste à rien du tout, à juste du 0 et du 1. Donc ça, c'est possible pour le parenchyme pulmonaire. Et enfin, le troisième point qui vraiment a permis l'avènement de ces scanners thoraciques très basse dose, c'est les reconstructions itératives. Donc les reconstructions itératives, vous le savez, c'est maintenant quelque chose qui est standard sur les machines actuelles, mais ça remplace les anciennes reconstructions par rétroprojection filtrée. Donc là, ici, vous avez un dataset très basse dose, reconstruit avec la FVP, reconstruit avec les reconstructions itératives. D'un côté, ce n'est pas analysable, c'est beaucoup trop brouté avec des artefacts majeurs. De l'autre côté, c'est tout à fait analysable. Donc, grâce à ces reconstructions itératives, qui donc existent depuis un peu moins d'une dizaine d'années, eh bien, c'est devenu possible de faire ces imageries à très basse dose. On le verra, tout ceci n'est valable que pour le parenchyme pulmonaire. C'est vraiment quelque chose, un examen qui est centré pour l'analyse du parenchyme pulmonaire. Pour le médiastin, c'est très limité. Alors maintenant, on va voir quelques mots de technique. Comment est-ce qu'on fait l'acquisition d'un scanner thoracique très basse dose? Alors, en termes d'acquisition à proprement parler, c'est-à-dire l'installation du patient, la programmation des boîtes, les reconstructions parenchyme médiastin, le post-traitement à la console, tout ça, ça ne change pas
par rapport à un scanner thoracique normal. C'est une acquisition qui est identique. Ça veut dire que un scanner thoracique très basse dose, ce n'est pas plus rapide à faire, ou plus simple à faire, ça ne coûte pas moins cher qu'un scanner thoracique pleine dose. Les paramètres sont extrêmement variables selon les constructeurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, quand vous voulez vous mettre au scanner thoracique très basse dose, eh bien, il faut voir avec votre ingénieur d'application et puis il faut faire des tests. Donc en fonction des machines, vous avez différents types d'algorithmes itératifs, des algorithmes itératifs ou même des algorithmes avec intelligence artificielle chez certains constructeurs. Et en fonction du constructeur de l'algorithme, vous avez des paramètres d'acquisition qui sont différents. Certains privilégient plutôt le bas kilovoltage, d'autres privilégient plutôt le haut kilovoltage. Au final, tous ces paramètres donneront une dosimétrie finale qui est inférieure à 20 de DLP, mais avec des qualités qui sont plus ou moins différentes selon les constructeurs. Alors nous, ce qu'on recommande, c'est de privilégier plutôt le haut kilovoltage. En effet, vous avez ici un exemple chez le même patient. Ici, c'est 135 kV, 10 mA. De l'autre côté, 80 kV, 40 mA. Dans les deux cas, on avait une DLP aux alentours de 13, qui était similaire. Eh bien, vous voyez que la qualité d'image à 135 kV est supérieure par rapport aux 40 kV. Pourquoi? Parce que le faisceau est plus pénétrant. Alors, il faut savoir que dans le scanner thoracique très basse dose, les milliampères sont fixes. Il n'y a pas de modulation en Z. Donc, il n'y a pas de modulation selon l'axe Z en fonction de l'atténuation qui a été détectée sur le scout. Ça n'existe pas. Les milliampères sont fixes. Ça veut dire que sur la totalité du volume d'acquisition, on va délivrer le même niveau de milliampérage. Ça veut dire aussi que quand vous faites le scout, ça ne sert à rien de faire le scout face plus profil. Peut-être même que ça ne sert à rien de faire le scout tout court. Et vous pouvez tout à fait vous placer le début avec les lasers. Et puis après, quand vous sortez des poumons, vous arrêtez l'acquisition et vous économisez la dose liée au scout qui est probablement autant que la dose liée à l'hélice. Donc, pas de modulation, on a dit, c'est un seul topogramme maximum. Donc, on peut même essayer de ne pas en faire. Alors, ça pose un problème. Si on ne fait pas de modulation, finalement, on fait une seule dose et c'est la même dose pour tout le monde. Alors, si vous avez un tout petit ou un grand ou un obèse, est-ce que ça va être la même qualité d'image pour tout le monde? Alors, non, évidemment. Si vous avez une corrélation négative qui est forte entre l'IMC et la qualité d'image, donc plus votre patient est obèse, plus votre qualité d'image va être dégradée. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que malgré une qualité d'image moins bonne chez les patients obèses, les performances diagnostiques restaient similaires selon la catégorie d'IMC. Et donc, même si l'image est encore un petit peu moins bonne chez les patients obèses, elle reste suffisamment diagnostique. Donc, nous recommandons l'utilisation du scanner thoracique très basse dose, probablement jusqu'à un IMC à peu près 35. Au-delà de 35, pour être honnête, dans notre étude, on avait très peu de patients avec un IMC supérieur à 35. Donc, on n'est probablement pas conclusif. Mais en tout cas, jusqu'à 35 de BMI, c'est quelque chose qui passe tout à fait. On a vu, il faut absolument utiliser les reconstructions itératives, c'est indispensable. Et pareil, ça c'est quelque chose qui est à faire à votre ingénieur d'application. Donc, régler les paramètres selon un petit peu votre préférence visuelle. Alors, il faut savoir que les constructeurs vous proposent différents modes et différents pourcentages de reconstruction itérative, avec des modes de plus en plus entre guillemets agressif, et que le plus n'est pas toujours mieux. Et en effet, selon les constructeurs, vous pouvez avoir soit un mode de reconstruction itérative de type standard, advanced, enhanced, ou alors en pourcentage, vous avez 20%, 40%, 60%, 80%, ou alors par une échelle, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce n'est pas parce que vous mettez le Advanced ou le High ou le 6 que ça va être une meilleure qualité d'image que le côté 3, 4 ou Moderate.
Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est à tester. Vous testez, hein, donc quand vous décidez de vous mettre au scanner thoracique très basse dose, hein, eh bien, vous faites une acquisition. Avec votre ingénieur d'application, vous reconstruisez avec plein de filtres et de modes de reconstruction itératifs différents et puis vous regardez. Et puis celle pré qui vous présente la meilleure qualité à vos yeux, vous regardez aussi entre collègues, puis vous essayez d'avoir un consensus et vous utilisez celle-là. Donc il ne faut pas forcément aller systématiquement sur celle qui est la plus élevée en se disant: «Ça va être mieux», ce n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'était pour la technique, d'acquisition. On va maintenant voir quels sont les artefacts propres à cette méthode d'acquisition. Donc le premier artefact et le plus important, c'est le bruit. En effet, hein, on va diminuer la dose délivrée, donc forcément, on va augmenter le bruit. En moyenne, on a une augmentation du bruit qui est de l'ordre d'un tiers, à peu près 33. Donc là, ici, vous avez un exemple, hein. Vous avez l'acquisition pleine dose, vous avez l'acquisition très basse dose à 135 kV, l'acquisition très basse dose à 80 kV, avec donc ici une DLP qui devait être aux alentours de 150-200, ici des DLP aux alentours de 10 à 15. Eh bien, vous voyez, on voit sur l'image, hein, que le bruit, donc par la mesure de la déviation standard dans une zone homogène comme la trachée, le bruit augmente et le bruit à 135 kV reste quand même moindre que le bruit à 80 kV. Alors ce bruit explique une apparence particulière, hein, du parenchyme pulmonaire. Et en effet, vous voyez ici le scanner thoracique pleine dose et ici le scanner thoracique très basse dose, hein, d'un patient avec une atteinte infectieuse, hein, avec ici du verre dépoli centrolobulaire. Et bien sur le scanner thoracique pleine dose, hein, il n'y a pas de problème pour mettre en évidence le verre dépoli centrolobulaire. Sur le scanner thoracique très basse dose, eh bien le bruit lié à la dégradation de l'image et la diminution de la dose vous donne cet aspect un petit peu granité du parenchyme que vous voyez ici, qui fait que quand on n'a pas l'habitude, on peut se demander est-ce que c'est un aspect qui est normal ou pas. Et pareillement, eh bien, la présence de ce bruit va vous diminuer le contraste entre des lésions de type verre dépoli et du parenchyme sain. Donc ça modifie un petit peu l'apparence du parenchyme et c'est pour ça que quand on se lance dans ce type d'acquisition, eh bien, c'est bien de d'abord voir une petite dizaine ou une petite vingtaine de dossiers, quitte à faire les 2 acquisitions, chez certains patients pour au début un peu se faire l'œil et arriver, eh bien, à maîtriser ces différents artefacts. Donc ça, le bruit, c'est l'artefact le plus important. Un autre artefact qui est significatif, hein, c'est ce qu'on appelle la photon starvation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans les zones avec une atténuation plus forte, notamment au niveau des apex, quand vous avez les scapulas, ou au niveau des bases, quand vous avez la présence des viscères abdominaux, eh bien, la pénétrance des rayons X est moindre, hein, puisque je vous rappelle qu'on utilise des milliampères qui sont fixes, hein, donc il n'y a pas de modulation, hein. Donc, que ce soit au niveau des apex, des bases ou de la portion moyenne, le milliampérage, il est fixe. Donc, vous avez une moins bonne pénétrance des rayons et donc vous allez avoir cette photon starvation avec un flou, un petit flou au niveau des interfaces, ici ou là, qui peut parfois en imposer pour du verre dépoli ou des réticulations sous-pleurales. Donc ça, c'est un artefact à bien connaître. C'est pour ça, hein, et vous avez probablement déjà vu, quand on vous présente des images de scanner thoracique très basse dose, hein, donc les constructeurs, c'est une petite astuce qu'ils utilisent tous, hein, on vous les présente en coupe frontale, en coupe coronale. Pourquoi? Parce que, eh bien, dans ces coupes coronales, hein, les artefacts de photon starvation dans les apex ou dans les cul-de-sac, ils sont beaucoup moins présents. Donc c'est pour ça que dans les présentations, généralement, hein, on vous montre ça en coupe coronale et vous vous dites: «Waouh, c'est magnifique», alors qu'en fait, en coupe axiale, ce n'est pas toujours le cas. Et enfin, troisième artefact, alors ce n'est pas véritablement un artefact, hein, c'est plus une conséquence directe de la dégradation de la dose, c'est la qualité d'image très limitée du médiastin. Donc là, ici, vous avez un patient qui est mince, hein, un IMC à 25. Vous avez le scanner thoracique pleine dose, DLP à 230. Scanner thoracique basse dose, DLP à 20. Donc on voit qu'on a divisé par à peu près 11 ou 12 fois la dosimétrie. Eh bien, la qualité d'image au niveau du médiastin et la détection et caractérisation de cette adénopathie,
Eh bien, on la voit, mais c'est quand même beaucoup plus difficile sur le scanner thoracique très basse dose, tout simplement parce que ce n'est pas adapté à l'analyse fine du médiastin. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est les indications du scanner thoracique très basse dose. Donc, on a vu qu'est-ce que c'est, on a vu comment est-ce qu'on fait pour l'acquérir, on a vu quelles sont les particularités au niveau de l'image dans ce type d'acquisition. Maintenant, on va voir à quoi ça sert. Alors, la pathologie qui a été la plus étudiée avec le scanner thoracique très basse dose, c'est clairement les nodules pulmonaires, et de très loin. Il y a eu beaucoup de papiers. Dans notre expérience, qu'est-ce qu'on retrouve? Pour les nodules solides, donc qui sont strictement supérieurs à 4 millimètres, on a une sensibilité de 86%, une spécificité de 94% en comparaison au scanner thoracique pleine dose. Donc, on a vraiment des performances diagnostiques qui sont tout à fait acceptables. Pour les masses, on est parfait, c'est aussi bon que le scanner thoracique pleine dose. Pour les nodules en verre dépoli, vous voyez que la sensibilité est un petit peu moins bonne parce qu'il s'agit de lésions un petit peu plus subtiles à détecter. Donc, on va voir quelques exemples. Vous avez ici un patient BPC ou emphysémateux avec un IMC à 24, donc a priori un patient tout à fait adapté au scanner thoracique très basse dose. Et vous voyez son scanner thoracique pleine dose, son scanner thoracique très basse dose. Eh bien, on est passé de 160 de DLP, ce qui était déjà pas beaucoup, à 17 de DLP, donc divisé par 10, avec une qualité d'image qui est quasiment similaire entre les deux examens. Et dans ce cas-là, que ce soit 1 pour la détection, c'est-à-dire détecter ce nodule-là, ou 2 pour la caractérisation, donc préciser la taille, le caractère solide ou subsolide, les contours, le caractère spiculé ou non, le caractère irrégulier ou non, la présence de calcification ou non. Eh bien, pour la caractérisation, on est aussi bon au scanner très basse dose qu'au scanner pleine dose. Donc là, on n'a aucun problème à détecter et caractériser ce nodule spiculé supracentimétrique. Pour les nodules en verre dépoli, eh bien, on peut comprendre qu'il s'agit de lésions subtiles et donc que les performances à la fois de détection et de caractérisation du scanner thoracique très basse dose seront un petit peu moindres. Et effectivement, donc là ici, on est clairement sur un patient différent avec un IMC à 33, donc patient obèse. On voit ici l'examen en dose pleine, donc un DLP à plus de 300. On n'a aucun problème là-dessus pour voir le nodule en verre dépoli. Sur le scanner thoracique très basse dose, donc un DLP quasiment 15 à 20 fois inférieur, eh bien, on voit toujours le nodule, on le détecte, il n'y a pas de problème, c'est un nodule qui est quand même assez gros en termes de taille. Par contre, pour la caractérisation, c'est peut-être un petit peu plus difficile. C'est-à-dire, vu que la qualité d'image est dégradée avec quand même beaucoup de bruit au niveau du parenchyme, donc un bruit de fond assez important, il est plus difficile de dire là-dessus si c'est un nodule en verre dépoli pur ou si cette portion-là ici, qu'on a l'impression de voir un petit peu mieux, est une portion qui est solide. Sur le scanner thoracique pleine dose, ça ne pose pas de problème. Autre exemple, donc patient intermédiaire, IMC à 28, scanner thoracique pleine dose, scanner thoracique très basse dose. On n'a pas de problème pour détecter le nodule. Par contre, pour la caractérisation, c'est peut-être un petit peu plus difficile là-dessus de dire que c'est un nodule en verre dépoli pur, alors que c'est évident sur le scanner thoracique pleine dose. Donc, on voit nodule en verre dépoli en termes de caractérisation, c'est peut-être un petit peu plus difficile parce qu'il s'agit quand même de lésions assez subtiles. Alors, on peut se poser deux questions pour les nodules. La première question, c'est qu'en est-il du suivi? En effet, vous savez qu'il y a un fort intérêt quand on a un nodule qui est indéterminé à faire un scanner de contrôle 3 mois après le premier scanner initial, à mesurer la volumétrie du nodule et calculer un temps de doublement du volume du nodule pulmonaire. Donc, si vous avez un scanner thoracique très basse dose, est-ce que vous avez le droit de faire aussi ce type de suivi par volumétrie? Alors, évidemment, si le premier scan, c'est un basse dose et le deuxième scan, c'est un basse dose, c'est le même, ça ne pose pas de problème. Vous avez les deux mêmes scanners, les deux mêmes constantes, vous pouvez faire un suivi par volumétrie là-dessus. La question, elle se pose, c'est si vous avez un des scanners qui est très basse dose et un des scanners qui est dose normale. Exemple, vous avez fait un scanner à dose normale chez un sujet un peu jeune. Vous avez trouvé un nodule qui ne vous paraît pas très inquiétant. Vous voulez faire un contrôle 3 mois après. Le sujet est jeune. Vous dites c'est un peu bête de lui délivrer la dose maximale.
pourquoi ne pas faire un scanner thoracique très basse dose? Et donc, vous allez avoir le scanner initial qui est en dose normale et le scanner de suivi qui est en très basse dose. Et donc, dans ces cas-là, il y a des études qui montrent que vous avez des volumétries qui sont concordantes entre le très basse dose et le pleine dose. Alors, il y a une petite variabilité, mais d'après les études, elle serait de l'ordre de, enfin, en tout cas inférieure à 5 donc probablement peu significatif. Donc, techniquement, c'est tout à fait possible. Deuxième question qui se pose, c'est l'utilisation du CAD, le Computer Aided Diagnosis. Alors, je ne sais pas si parmi l'assistance, il y en a beaucoup qui utilisent le CAD ou pas. On pourra en débattre à la fin du topo. En tout cas, si vous avez un scanner thoracique très basse dose et si vous avez envie d'utiliser le CAD, eh bien, les études ont montré que l'efficacité du CAD est comparable qu'il s'applique à un scanner thoracique pleine dose ou à un scanner thoracique très basse dose. Donc ça, c'était pour le nodule. Deuxième point, la condensation, les infections. Donc, dans les infections, vous pouvez avoir de la condensation alvéolaire comme lésion élémentaire. Et la condensation alvéolaire, c'est quelque chose qui se voit très très bien en scanner thoracique très basse dose. Un exemple ici, alors c'est un patient très mince, un IMC à 18. Donc déjà, le scanner pleine dose est faiblement dosé. Le scanner thoracique très basse dose, il est toujours une DLP inférieure à 15. Donc, on voit qu'on diminue d'à peu près 8 et en termes de qualité d'image, c'est quasiment identique. Donc là, il n'y a aucun problème pour mettre en évidence cette condensation alvéolaire ronde, les bronchogrammes ariques à l'intérieur, donc la pneumopathie ronde. Là, on n'a aucun souci pour la diagnostiquer et la caractériser. Dans les lésions un petit peu plus subtiles, comme par exemple la bronchiolite, donc des lésions centrolobulaires avec un aspect en arbre en bourgeon. C'est des lésions qui sont plus ou moins denses, donc parfois qui peuvent être en verre dépoli extrêmement subtil, parfois en lésions solides beaucoup plus denses. Eh bien, vous voyez dans cet exemple-là, scanner normal DLP à 160, c'est une patiente avec un IMC à 23, donc normal. Scanner ultra low dose, toujours DLP aux alentours de 15, donc on divise par 10, mais on arrive toujours à bien voir ici le petit foyer, le petit cluster de bronchiolite. Alors, il n'y a pas de publication sur les performances du scan dans la bronchiolite. Dans notre expérience à nous, c'est pas mauvais, mais c'est pas aussi bien que la condensation alvéolaire. Et donc, au total, vous avez cette étude qui vous montre que chez des patients neutropéniques, avec réalisation d'un scanner très basse dose, on arrivait à détecter les pneumopathies avec une très bonne sensibilité par rapport au LBA. Donc, vous voyez qu'on est tout à fait performant. Et là, ici, c'est quelques exemples dans de l'article. On voit sans souci les condensations alvéolaires, les petites lésions sous-pleurales ou alors le verre dépoli diffus. Autre élément sémiologique, c'est les bronchectasies. Donc, les bronchectasies, dans notre expérience, on a des sensibilités qui sont correctes à 71%, une spécificité qui est très bonne à 100%. Donc là, ici, vous avez un exemple avec des bronchectasies cylindriques de proximales, de grande taille. Donc, on n'a aucun problème pour les mettre en évidence. Là où ça va être un petit peu plus difficile, un petit peu plus délicat, c'est pour les bronchiolectasies. Donc, les bronchiolectasies, pourquoi c'est plus difficile? Déjà, parce que c'est plus petit. Donc, le scanner thoracique très basse dose, vous allez aussi perdre en résolution spatiale. Donc, vous aurez du mal à voir des choses, des structures qui sont trop petites. Et deuxièmement, ces broncholectasies sont très généralement distales. Donc, distales, elles ont un fort risque de se retrouver dans les zones difficiles où vous avez les artefacts de photon starvation, c'est-à-dire dans les cul-de-sac ou au niveau des apex. Donc là, ici, vous voyez que sur le scan pleine dose, on voit très bien ces petites broncholectasies. On a beaucoup plus de mal à voir sur le scan thoracique ultra low dose. Alors, un autre point où le scan thoracique très basse dose se défend parfaitement, c'est chez les patients qui ont été exposés professionnellement à l'amiante. Donc, en France, il y a indication pour les patients avec une exposition forte à un scanner thoracique de dépistage tous les 5 ans. Et dans ce cadre-là, le scanner thoracique très basse dose est tout à fait performant et pertinent, puisqu'on a une sensibilité globale de 91% et une spécificité à 100%. Alors, pour les plaques pleurales et les épaississements pleuraux, comme vous le voyez dans ces exemples, c'est quasiment 100% de spécificité et de sensibilité. Il n'y a aucun problème pour mettre en évidence les calcifications pleurales ou les plaques pleurales, comme vous voyez ici.
Là où c'est un petit peu plus difficile, hein, pareil, hein, c'est pour des lésions subtiles, notamment pour l'asbestose, hein, donc pour la fibrose secondaire à l'exposition à l'amiante, hein, eh bien, ces anomalies sous-pleurales qui sont parfois débutantes, hein, post-érobasales, peuvent être un petit peu plus difficiles à mettre en évidence chez ces patients dans le scanner thoracique très basse dose. Autre élément sémiologique, hein, c'est l'emphysème. Donc l'emphysème, pareil, hein, au niveau en fonction de la sévérité de l'emphysème, il peut être plus ou moins difficile à mettre en évidence. Vous avez ici un exemple, hein, chez une patiente avec un IMC à 31, donc obèse, modérément obèse. Vous voyez le scan thoracique pleine dose, DLP 360. Scanner thoracique très basse dose, DLP à 17, hein, donc on a divisé par quasiment 15 ou 20. Et vous voyez que les petites bulles d'emphysème eh bien, sont déjà difficilement visibles sur le scanner thoracique pleine dose. Elles parviennent à rester visibles pour les plus volumineuses sur le scanner thoracique très basse dose. Mais dans d'autres cas, par exemple ici ou là, c'est un petit peu plus délicat. Alors là, c'est les coupes fines, hein. C'est sûr que si vous rajoutez des reconstructions en mini-P, hein, qui sont tout à fait faisables sur le scanner thoracique très basse dose, vous allez augmenter un petit peu votre sensibilité diagnostique. Alors, la question qu'on peut se poser par rapport à l'emphysème, c'est qu'en est-il des logiciels de quantification d'emphysème? Alors, je ne sais pas si vous l'utilisez, pareil, on pourra en débattre après, hein, mais vous savez qu'il y a possibilité, de faire une quantification précise, de l'emphysème avec, des logiciels dédiés. Alors, d'après la Fleischner Society, cette quantification doit se faire sur des examens acquis avec des paramètres extrêmement précis, c'est-à-dire pas de modulation des milliampères, reconstruction par rétroprojection filtrée, c'est 120 kV, je crois, de mémoire. Donc, c'est vraiment des paramètres qui théoriquement ne doivent pas être bougés de manière à ce que cette quantification soit la plus reproductible possible. Donc, il y a des auteurs qui ont comparé les performances et surtout les chiffres retrouvés avec ces logiciels entre le scanner thoracique pleine dose et le scanner thoracique très basse dose. Et globalement, les résultats étaient assez similaires avec quand même une petite influence par le niveau de reconstruction itérative qui était utilisé. Effectivement, faites attention parce que si vous changez le kilovolt, forcément, vous allez changer l'atténuation des lésions. Et donc, nous, en très basse dose, on travaille à 135 kV, alors que les guidelines de la Fleischner Society pour la quantification des lésions d'emphysème préconisent 120 kV. Alors, ce scanner thoracique très basse dose, hein, il est surtout, et enfin pas surtout, mais il est très 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 bien adapté pour les examens aux urgences. Et donc, par exemple, dans ce travail pour l'exploration de la dyspnée aiguë aux urgences, hein, la confidence diagnostique du scanner très basse dose était identique au scanner normal pour des anomalies comme une pneumopathie, un épanchement péricardique ou alors un minime petit pneumothorax, un petit décollement pleural. Et donc, vous avez cette étude, hein, l'étude OptiMact, hein, qui est une étude Netherlands, donc en Hollande, hein, qui a commencé à inclure, alors après avec le Covid, je ne sais pas s'ils ont réussi à terminer ou pas, ce n'est pas garanti, et donc qui va randomiser des patients admis aux urgences pour des pathologies pulmonaires non traumatiques et va essayer de voir si d'un côté la prise en charge standard, donc avec radiographie thoracique, ou de l'autre côté la prise en charge avec scanner thoracique très basse dose, va modifier le devenir du patient. Et je vous rappelle, hein, pour cette étude-là, donc elle est en cours de réalisation, hein, les résultats sont attendus a priori pour 2020, mais je pense que ça va être retardé avec le Covid. Mais finalement, on n'a pas vraiment besoin de cette étude, puisqu'il y a cette étude-là qui a été publiée en 2015, hein, qui montre que faire un scanner thoracique chez les patients qui sont suspectés de pneumopathie, le scanner thoracique modifie significativement la prise en charge de ces patients-là, puisque vous allez redresser par rapport à la simple radio, vous allez redresser beaucoup de diagnostics. Donc, vous allez éliminer des pneumopathies qui étaient suspectées ou vous allez confirmer des pneumopathies qui n'étaient pas forcément suspectées. Et donc, il y a un vrai bénéfice pour la prise en charge du patient. Alors ça, tout ça, ce qu'on a vu, hein, les nodules, le verre dépoli, les infections, les bronchiectasies, l'emphysème, etc. Tout ça, c'est pour le parenchyme. Qu'en est-il pour le médiastin?
Donc, pour le médiastin, hein, on a vu que le scanner thoracique très basse dose n'est pas forcément l'examen adapté, hein, et effectivement, hein, il n'y a pas beaucoup d'indications pour le médiastin, si ce n'est d'une part les calcifications coronariennes. Donc, vous savez qu'il est recommandé fortement sur tout scanner thoracique de préciser si le patient a des calcifications coronariennes ou pas. Et le scanner thoracique très basse dose est très performant pour détecter la présence et voire même quantifier des calcifications coronariennes. Et enfin, dans la littérature, hein, il y a une étude plutôt exotique, hein, c'est sud-coréen, qui ont montré que ce scanner thoracique très basse dose était aussi utile pour détecter les corps étrangers œsophagiens. Et là, ici, vous avez un exemple d'une arête de poisson au niveau de l'œsophage. Alors, quelles sont les limites de cet examen? Donc, les limites, hein, c'est les lésions subtiles, hein, le verre dépoli. Ici, vous avez un exemple d'un patient avec une pyopathie d'hypersensibilité. Hein, le verre dépoli se voit très bien sur le scanner thoracique pleine dose. C'est un petit peu plus difficile sur le scanner thoracique très basse dose. Pareil, hein, pour les petits nodules en verre dépoli, hein, vous avez ici l'exemple. Hein, un petit nodule en verre dépoli, c'est quand même un peu difficile à détecter et à caractériser sur le scanner thoracique très basse dose, avec un seuil qui varie selon la littérature, probablement aux alentours de 10 mm. Pareil, hein, les lésions de fibrose, hein, donc les anomalies interstitielles, hein, comme les réticulations ou les distorsions architecturales ou les broncholectasies, c'est des lésions qui sont difficiles à voir, qui sont subtiles, qui sont souvent dans ces zones sous-pleurales dans lesquelles vous avez les artefacts de photon starvation. Donc, pareillement, hein, pour tout ce qui est fibrose, anomalie interstitielle, le scanner thoracique très basse dose n'est pas un examen adapté. Et donc, pour terminer, je voulais vous présenter un exemple d'application du scanner thoracique très basse dose. Hein, c'est dans le cadre de l'urgence. Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez nous dans notre service? Hein, on a de gros problèmes sur les effectifs des manipulateurs radio, avec beaucoup de postes non pourvus. On a eu la chance d'installer un scanner aux urgences, mais on n'avait pas de place pour installer, donc on l'a installé dans la salle de radio, l'ancienne salle de radio. Donc, on n'a plus de salle de radio aux urgences, et donc les patients qui doivent faire des radiographies aux urgences, c'est soit des radiographies au lit, soit ils doivent être brancardés jusqu'au service de radio pour faire les radiographies, en sachant qu'on n'a plus beaucoup de manipulateurs sur ces postes de radiographie. Et ça, vous le savez, vous le savez bien, hein, c'est que la qualité de ces radiographies faites au lit et l'informativité est souvent très limitée. Donc, que faire? On s'est dit, voilà, maintenant qu'on a un scanner aux urgences, pourquoi ne pas proposer à nos urgentistes de substituer la radiographie du thorax par un scanner thoracique très basse dose? Alors, les urgentistes étaient comme des fous, hein, ils ont dit: «Ah, c'est trop bien, génial, super». Sauf que ça pose quand même quelques problèmes. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un remplacement sélectif? C'est-à-dire, OK, on va dire, voilà, si c'est des patients, alors pas trop jeunes, parce que s'ils sont trop jeunes, il vaut quand même mieux leur faire qu'une radio de face plutôt qu'un scanner. Pas trop vieux, parce que finalement, s'ils sont vieux, on leur fait un scanner pleine dose, c'est pas un souci. Et avec une suspicion de pneumopathie ou d'OAP. Où on peut se dire, OK, pour les patients qui peuvent aller être transportés à pied ou en fauteuil jusqu'au service de radio, ils font leur radio du thorax. Pour les patients qui sont au lit et on sait que la radio va être pourrie, on les remplace par un scanner. Ou alors est-ce qu'on fait pour tout, c'est-à-dire qu'on ne fait plus du tout de radio et on remplace complètement par le scanner? Alors on a testé un peu tout et les urgentistes, ils ont beaucoup poussé pour le remplacement complet. Le seul souci, c'est que, ça faisait une charge de travail qui, au début, était vraiment difficile. Donc, on a remplacé par un remplacement complet uniquement pendant la journée et ça, c'était au début. À l'heure actuelle, on s'oriente vers un remplacement complet, 24 heures sur 24. Donc simplement pour vous donner un petit ordre d'idée, on avait fait une première analyse, au début de l'année, donc avant la crise du covid, hein, donc en 10 jours, hein, on avait fait 128 scanners très basse dose à la place de radiographie thoracique. Donc c'est quand même 10 à 15 scanners supplémentaires par jour, hein. Des personnes principalement âgées, hein, âge moyen 67 ans. Problème numéro un qu'on avait, c'était les doublons, hein, puisque c'était des patients qui, pouvaient avoir, après un autre scanner.
Donc, ils venaient, ils faisaient le scanner thoracique très basse dose à la place de la radio. Et puis après, 3 heures après, ils avaient leur angioscanner parce qu'il y avait une suspicion d'embolie pulmonaire ou ils avaient un scanner cérébral parce qu'ils étaient confus, etc. Donc, ça, c'était le problème principal. Donc, au début, vous voyez, on a quand même eu 15 de doublons. Donc, c'est pas négligeable. Avec le temps, ça s'est amélioré. Maintenant, les urgentistes font attention et ils évitent, d'envoyer, 3 fois le patient. Donc d'abord pour son scanner thoracique très basse dose, puis après pour son angioscanner pulmonaire, puis après pour son scanner, cérébral. Non, ils essayent de faire tout en une seule fois. Donc ça, au début, on a eu des soucis, mais ça s'est assez rapidement amélioré. Deuxième problème, et c'est là-dessus qu'on a eu un intérêt, une discussion, c'est quel est l'intérêt? En effet, là où il y a eu quelques réticences du côté des collègues radiologues, c'est que, on s'est dit: «Voilà, on fait quelque chose qui est systématique». Donc c'est-à-dire qu'à la place de faire une radio et vous savez bien qu'aux urgences, la radio du thorax, c'est très large les indications, hein, c'est vraiment très large. À la place, on fait un scanner. Donc un collègue nous ont dit: «Ben, c'est débile, hein, on fait des scanners pour rien, c'est pour tout le monde, c'est n'importe quoi». Et quand on regarde, eh bien, les conclusions de ces scanners qu'on a fait sur le mois de janvier, hein, donc avant la crise du Covid, on avait à peu près la moitié des examens qui sont normaux. Vous allez me dire: «Ah normaux, c'est nul». Bah non, puisque, avoir un examen normal, notamment chez des patients âgés, c'est, une information qui est très, très, très utile pour l'urgentiste. Et l'urgentiste, quand il a un examen normal, ben, ça le rassure par rapport à plein de choses et notamment l'infection ou la décompensation cardiaque. Et dans les examens pathologiques, qu'est-ce qu'on avait? Beaucoup d'infections, à la majorité, hein, beaucoup de décompensation cardiaque et des choses un peu plus originales, comme du pneumothorax ou des fractures de côte, en sachant que les pneumothorax peuvent parfois être aussi difficiles à voir à la radiographie. Donc au total, le scanner thoracique très basse dose, hein, on a vu, c'est une qualité d'image qui est dégradée, mais qui reste informative pour le parenchyme pulmonaire. Donc ça marche très bien pour tout ce qui est à fort contraste, hein, nodules, condensation, pneumothorax, plaque pleurale, etc. Ça marche moins bien pour tout ce qui est subtil, perte des polis, fibrose, réticulation, et ce d'autant plus que vous avez un patient qui est gros, BMI supérieur à 35, ou que les lésions sont dans les zones difficiles, aux apex et ou aux bases. Donc globalement, hein, ce scanner, ça va dépendre à quoi on le compare. Soit vous en voulez autant pour beaucoup moins et donc vous le comparez à un scanner thoracique pleine dose et dans ces cas-là, eh bien, votre objectif, c'est d'avoir les mêmes informations que le scanner thoracique pleine dose, mais en irradiant beaucoup moins. Donc ça marche très bien pour les nodules, pour les infections, pour, l'emphysème, par exemple. Soit vous comparez à la radiographie du thorax et dans ces cas-là, l'objectif, c'est d'avoir plus pour presque autant. C'est-à-dire que vous n'allez pas irradier beaucoup plus qu'une radiographie du thorax et vous allez obtenir des informations qui sont beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus utiles qu'une simple imagerie en projection. Et tout ça, et je terminerai là-dessus, évidemment, ça n'a d'intérêt de faire un scanner thoracique très basse dose que si et seulement si le patient a une espérance de vie qui est de plusieurs années. Si vous avez un patient qui est en fin de vie ou qui a une espérance de vie de moins d'un an, ça ne sert à rien d'économiser de la dosimétrie, puisque malheureusement, le patient n'aura pas le temps de développer un cancer radio-induit. Donc, vous faites ça uniquement si c'est un intérêt. Si vous avez un patient qui a 95 ans, vous pouvez faire un scanner thoracique pleine dose. Ce n'est pas la peine de faire de l'ultra-low-dose et de faire des économies. Voilà, donc on va regarder un petit peu, je crois qu'il y avait déjà quelques questions. Alors, bonjour, est-ce que l'ultra-low-dose est disponible sur toutes les nouvelles machines ou bien c'est une option à l'achat pour les reconstructions itératives? Alors maintenant, toutes les machines, hein, y compris les scanners, d'entrée de gamme, hein, même des scanners, de 16 ou de 32 barrettes, hein, toutes les machines à l'heure actuelle sont équipées de reconstruction itérative, absolument toutes. Donc, les nouvelles reconstructions, c'est les reconstructions par intelligence artificielle, hein, qui là sont, plutôt de l'optionnel ou alors sur des machines très haute dose. Mais, sur toutes les machines, hein, vous avez de l'itératif. Alors en France, en règle générale, c'est toutes les machines depuis 2012 à peu près. Peut-être au Maroc, je sais pas, j'imagine que c'est probablement quand même pareil. En tout cas, nous, on a la sécurité sociale qui incite fortement
du fait des remboursements à changer de machine tous les 7 ans. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, si c'est pareil ou pas. Ce qui fait qu'en tout cas, en France, le parc de machines est relativement récent et donc quasiment toutes les machines dispo, ont de la reconstruction itérative et donc peuvent faire du scanner thoracique très basse dose. Alors, autre question. Y a-t-il des exceptions chez la femme enceinte? Alors, tout dépend ce qu'on recherche chez la femme enceinte. Si vous voulez rechercher une anomalie parenchymateuse, globalement, chez la femme enceinte, on va quand même essayer d'aller vers la dose la plus basse et la dose la plus basse, ça reste la radiographie juste de face. Donc, on va quand même faire que la radiographie de face pour commencer et après, si on pense à un angioscanner, à une embolie pulmonaire, hein, qui est la chose la plus fréquente, eh bien, chez la femme enceinte, on ira sur un angioscanner pulm, mais dans ces cas-là, l'ultra-low-dose n'est pas forcément super adapté. On peut, diminuer les doses par rapport à un angioscan pulmonaire normal, mais on n'ira pas sur des DLP de 20, c'est trop bas pour un angioscanner. Autre question, est-ce qu'on peut contrôler les lésions osseuses thoraciques par scanner thoracique très basse dose? C'est une bonne question. Alors, il est possible de voir l'os, sauf que la qualité d'image est très dégradée. Donc, vous arriverez à voir, par exemple, des fractures costales, vous arriverez à voir des tassements vertébraux, mais si vous avez des petites lésions lithiques et notamment des lésions de petite taille, et ce d'autant plus que votre patient est obèse, vous n'arriverez pas. Donc, contrôler les lésions osseuses, peut-être pas. Alors, utilisation du scanner low dose en milieu pédiatrique. Alors, j'ai malheureusement pas d'expérience en pédiatrie, hein, moi dans ma pratique, je fais que de l'adulte, hein. En milieu pédiatrique, de toute façon, les doses de base sont très, très basses. Ça revient au même, hein, c'est-à-dire qu'il faut diminuer au maximum et utiliser les reconstructions itératives. Donc c'est probablement quelque chose qui est possible, mais là, pareil, j'ai pas d'expérience. Alors, l'étude en fenêtre osseuse, on a répondu. Alors, recommandation pour les dépistages chez le sujet fumeur. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui dépasse le cadre de ce topo. C'est l'étude NLST, l'étude Nelson. On aura peut-être l'occasion d'en parler une autre fois. Alors, au cours du Covid, certaines équipes italiennes ont publié des low doses pour le Covid. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc nous, effectivement, pour le Covid, hein, comme on avait ce protocole d'ultra low dose avec les urgentistes, on a utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de scanners thoraciques ultra low dose pour le Covid, hein, tout particulièrement chez les patients de moins de 40 ans. Et franchement, ça fonctionne très bien. Alors, le protocole permet juste de détecter les calcifications coronaires. Pas de quantification de ces calcifications qui nécessite un protocole spécifique, score calcique avec gating cardiaque. Tout à fait. Donc, quand on veut détecter ou quantifier les calcifications coronariennes, on a 3 options. Première option, c'est un score binaire, c'est-à-dire il y en a, il n'y en a pas. Ça, c'est vachement bien, puisque si vous n'en avez pas, c'est une information très utile. Ça veut dire que vous êtes à faible risque cardiovasculaire. Si vous en avez, il y en a, ça, c'est pas terrible. Après, vous avez des scores qui sont semi-quantitatifs. Donc, c'est-à-dire que vous allez scorer un peu, beaucoup, énormément par artère. Et donc, vous allez sommer, vous allez avoir un score de 0 à 12. Et après, vous avez des scores par segment. Et après, vous avez le score d'Agaston dans lequel vous allez quantifier de manière précise le score calcique. Donc, le vrai score calcique, effectivement, c'est un scanner dédié avec gating cardiaque. Mais pour des quantifications des scores semi-quantitatifs, le scanner thoracique très basse dose, il fonctionne tout à fait.